Bienvenue à tous et remerciements sincères à tous ceux qui ont accepté de prendre place dans le programme de cette rencontre, qu'ils s'inscrivent de près ou de loin dans le cercle de Terriculture ou des institutions et organismes plus largement concernés par la culture arménienne en France, ou au contraire, que cette rencontre soit pour eux la première occasion d'associer à notre commune réflexion leur expérience professionnelle et leur savoir. Je me permets de nommer en l'occurrence M. Paul Barnou, architecte en chef et inspecteur général des monuments historiques, et M. Camille Bretas, architecte du patrimoine, qui ont fait à M. Aram Gazarian, président de la Fondation Terriculture, et à Mlle Talia Nodarian, l'amitié de leur présence. C'est une louable initiative que celle de Terriculture France de consacrer au thème architecture, patrimoine, restauration une journée d'études. Il y a là bien évidemment l'idée qu'un lien essentiel rattache à cette préoccupation Terriculture, dont la revalorisation du patrimoine arménien par le moyen d'actions coopératives et de projets précis constitue en effet l'objet social. Les formulations adoptées en ces circonstances résultent inévitablement d'une simplification. Terriculture est née d'une aspiration impérieuse, aspiration qui n'a été ni choisie, ni élaborée, ni conformée, mais s'est imposée à nous. Disons-le d'emblée, nous avons écrit patrimoine là où nous pensions patrie. En l'occurrence, l'arménien retient toujours le mot jarank, héritage, qu'il faut prendre ici dans son acception la plus dynamique. Constitue un tel héritage, c'est qu'il nous a été transmis pour être gardé vivant. Il ne s'agit pas d'un passé à consolider, à fixer dans le vaste musée du temps, mais à prolonger et enrichir par le présent, hors des ruptures travesties en modernité ou des fonctionnalismes réducteurs, dans une appréciation consciemment entretenue de la diversité des besoins, des émotions esthétiques ou morales ou des adhésions qui rattachent les sociétés à leurs œuvres. Il s'agit d'un héritage avec lequel on fait corps, dont les héritiers et détenteurs, de fait, font eux-mêmes partie. Sa survie, de la sorte, s'identifie à leur propre vie et lui-même se laisse seulement comprendre et jamais consommer. C'est bien cette association qu'il fallait expliciter en traduisant par terre l'amour de la patrie et par culture celui de la nation. Privée de patrie, la nation la rappelle en effet à son imagination, retourne dans l'histoire pour y recomposer une géographie à parcourir, à embellir même, ou s'enfoncer, comme on voyagerait sur le plat du monde, de province en province, de monument en monument, dans un pays réel. Ainsi, le pays s'érige-t-il en patrimoine. À l'inverse, le patrimoine est une patrie. Cette relation a parfois été formalisée en arménien par une expression singulière, Hayreni Penashraj, expression qui renvoie au pays vrai reçu des pères, nature et patrie à la fois. Détour riche de sens, le pays des Arméniens n'a-t-il pas même été tenu pour le jardin des origines et celui du recommencement de l'humanité après le prodige de l'Arche? Les œuvres monumentales y sont nées d'un élan des roches. Les terres qu'ont travaillé leurs bâtisseurs y prolongent une nature toujours présente. Et c'est ainsi que le pays devient paysage, dans cette harmonie entre l'homme et son environnement qui marque les civilisations et que la passion du beau s'est muée en poésie. Rien ne serait donc plus erroné que d'isoler les œuvres, en particulier celles de l'architecture, de leur matrice, d'ignorer le rapport qui les intègre à ce qui les a entourés dans l'espace où ils ont pris place et pareillement dans le temps. Rien n'explique mieux aussi bien leur attrait,
le sentiment d'identité éprouvé à leur égard, porté aussi loin que l'on s'appropriera l'histoire. Dans un affermissement de la conscience collective, l'Arménien Hayrenik, précisément, après qu'il a désigné l'héritage familial et seigneurial, autrement dit le patrimoine dans le sens premier du mot, désigne désormais la patrie, définie comme le patrimoine de tous. Pour autant, État, nation et patrie ne concordent pas nécessairement. Le lien entre patrimoine et identité ne s'affirmait plus nettement en présence d'États investis par une idéologie totalitaire ou exclusive, voire d'États impérialistes. Selon les nations désignées ou les modèles sociaux et culturels qui prévalent, l'intérêt porté aux différents patrimoines deviendra légitime ou illégitime. Le pouvoir et l'État peuvent s'identifier à un groupe national ou religieux particulier et partant au patrimoine qu'ils lui reconnaissent ou qu'ils lui attribuent. Ils peuvent encore, par choix idéologique, porter intérêt à telle catégorie d'œuvres plutôt qu'à telle autre. La charge politique du patrimoine l'expose alors au risque d'être ignoré, dénaturé sinon détruit, rendu de toute façon invisible. Assimilé à tel épisode du passé, à tel ordre social ou religieux, à telle nationalité ou communauté, il se trouvera ouvertement déclassé, exclu de la catégorie des œuvres d'intérêt culturel, artistique ou historique à protéger, pour être versé au rebut des souvenirs troublants et des impasses de l'histoire. Cette disqualification s'apparente en tout point à la déshumanisation initiale des victimes qui marque invariablement le processus génocidaire. Certes, quelques exceptions peuvent être données à voir. D'autres témoignages, appartenant à des temps révolus ou à la préhistoire, être retenus parce qu'inaptes à être revendiqués. Or, le XXe siècle a imposé l'idée qu'au-delà de spécificités qui ne pouvaient constituer qu'une richesse et dans une acception générale, le patrimoine était le bien commun de l'humanité, un bien qu'il revenait dès lors aux États de protéger et de maintenir dans leur diversité. Le répertorier, l'analyser et l'étudier, le mettre en valeur et le sauvegarder sont un devoir. C'est, on le sait, la vision qu'incarne depuis l'après-guerre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La notion de patrimoine s'est simultanément élargie, s'étendant, pour user d'aphorisme, du matériel à l'immatériel, de la culture à la nature, comme entraînée par une utopie qui voudrait conserver la mémoire illimitée des hommes et du monde. L'UNESCO, pour parler d'elle, n'est cependant pas une organisation supranationale, rassemblant d'ailleurs non des peuples et des nations, mais des États. De fait, elle n'intervient pas dans la politique adoptée par chacun d'eux à l'égard d'un patrimoine globalement tenu pour sa propriété, ne consacrant de moyens à d'exceptionnels programmes de sauvetage qu'à la demande des pays concernés. La notion de crime contre le patrimoine mondial, définie par sa 32e Assemblée générale en 2003, n'étant assortie d'aucune disposition préventive ou punitive, détachée par conséquent de son terrain d'application, dessert malheureusement une posture plutôt qu'un engagement. Si certaines organisations non gouvernementales ont à leur actif des résultats positifs, comme Europa Nostra par exemple, dont l'action incitative pour la protection du patrimoine et la réhabilitation des paysages en Europe s'adresse à la fois aux organismes internationaux, aux opinions et au pouvoir public, leur volonté surmonte rarement l'indifférence des États réfractaires. S'agissant des situations les plus graves, on se demandera du reste pourquoi l'État incriminé accorderait aux pierres les égards et le respect qu'il n'a pas accordés aux hommes. Or, le cas arménien précisément est celui d'un patrimoine morcelé que les carences et les rigidités de l'ordre établi condamnent en grande partie à l'abandon ou à l'anéantissement.
Les inventaires fixent à 30 000 entrées environ le patrimoine monumental de l'Arménie restante. Dans le territoire de l'Artsakh ou Karabakh, aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan, on atteint le chiffre de 5 000. Dans celui du Nakhitchevan, où ce même État a procédé entre 1998 et 2005 à la destruction de la totalité des monuments arméniens, leur nombre était au moins équivalent. Écarter la Géorgie, l'Iran et de plus lointains ancrages, on peut donc, en transposant les chiffres, se représenter quantitativement l'immense richesse qu'a constituée, sur une superficie de 6 à 10 fois supérieure, le seul patrimoine arménien abandonné à la Turquie. Sa lente disparition, amorcée il y a plus de 100 ans, et qui ne laissera visible que quelques monuments muséifiés, fait du cas arménien l'illustration exemplaire d'un totalitarisme génocidaire demeuré opérant, mais aussi celle d'un constant détachement du monde face aux violences faites au peuple et, en dépit des constructions intellectuelles dont ils s'affublent au-delà du politique, face aux œuvres qu'ils ont créées. Cette introduction à notre journée, je le sais, aussi entre réflexion et sentiment. Il le fallait, car le cœur est plus sincère que l'esprit. Après cela, un premier exposé reviendra sur la notion de patrimoine et les approches qui commandent à sa restauration. Sans doute, la question sera-t-elle posée de savoir si restaurer signifie restituer ou rénover. Si cela implique, s'agissant d'œuvres monumentales, de les assimiler au présent ou de les replacer dans l'immédiat environnement qui fut le leur, en permettant à celui qui les découvre de remonter pas à pas le temps. Si reparcourir les chemins de l'art et le secret des métiers ne consiste pas à en pénétrer le sens à nouveau, si recréer n'est pas créer. Un second exposé retracera l'histoire de l'architecture arménienne, nécessairement sous l'angle de l'art, des techniques et de sa typologie, mais plus pertinemment encore sous celui de la fonction figurative qui a été la sienne dans une représentation intrinsèque des symboles et de l'universalisme chrétien. Plusieurs interventions nous conduiront ensuite à Merli tout d'abord, à l'extrême sud de la République d'Arménie, où Terre et Culture s'est engagé il y a bientôt 10 ans à rappeler à la vie un monastère délaissé des XVI-XVIIe siècles, puis en Bourgogne pour y suivre les étapes du sauvetage d'une œuvre exceptionnelle de la Renaissance française, le château de Maulne. Une dernière intervention présentera à l'auditoire les premiers résultats d'un programme de scannage en 3 dimensions du patrimoine arménien, nous appelant à mesurer les immenses potentialités d'une telle initiative. Mais au-delà de l'inventaire et de la couverture documentaire des monuments par relevé, photogrammétrie, photographie, film ou scannage, c'est bien la préservation et la fidèle restauration des œuvres qui constituent la condition de leur sauvetage véritable, en réalité celui de l'histoire qui, je me suis plu à l'écrire, est la richesse des hommes. C'est sur cet impératif que s'arrête donc notre réflexion. Il intègre naturellement le respect dû à ceux qui ont conçu et réalisé ces œuvres, aux sociétés qui les ont portées et dont elles matérialisent les ambitions de toute nature, aussi bien que les croyances dont elles décryptent leur rapport au monde et aux transcendances. Il commande aussi d'associer aux élans subjectifs qui nous habitent la rigueur objective de la science, le concours d'une multitude de compétences spécialisées. Comme le font l'archiviste et l'historien, le restaurateur du patrimoine doit découvrir, conserver et rapporter. Il doit aussi conjecturer, compléter, et quelquefois, mais le génie seul y parvient, reprendre sans tricher les choses dans leur authentique cohérence pour les continuer avec la force de l'inspiration retrouvée. Merci.
Alors on entre dans le vif du sujet par 4 images qui sont à mes yeux scandaleuses pour moitié. Thériculture, vous savez bien, a pris naissance à Saint-Adé, le monastère arménien qui se trouve aujourd'hui en Iran du Nord, dans ce qu'on appelle dans la géographie et l'histoire de l'Arménie le Barskaraïk. Cette photographie, je l'ai tirée moi-même il y a 54 ans, au monastère de Saint-Adé, voilà, en 1971. Nous sommes, en présence de la façade sud, mais c'est un petit chef-d'œuvre, hein, l'église blanche de Saint-Adé, qui a été construite à partir de 1810 et qui est restée inachevée. Et l'on voit devant nous, au-dessous de cet extraordinaire bandeau sculpté au-dessus, un personnage qui est Simeon Poznoni, le constructeur de l'église blanche de Saint-Adé. Il s'est représenté avec sa crosse épiscopale. Et puis, tout à côté de lui, à cet endroit, se trouve le plan de l'église qu'il a bâtie. Nous allons le voir de près. Voilà. Et la photo de droite représente la restauration de cette sculpture, de ce bas-relief, de ce haut-relief d'ailleurs en l'occurrence, tel qu'il vient d'être pratiqué dans les années 2000 à Saint-Adé. Voilà. Donc, les personnes qui se sont chargées de ce travail n'ont même pas pris la peine d'aller chercher la documentation requise pour savoir comment était sculpté ce personnage et en quoi consistait son regard et son visage. Voilà, il est transformé en cette chose imbécile qui est ici. D'ailleurs, le plan de l'église a été déplacé, et ainsi de suite. Y a-t-il une autre photo? Oui. Donc ça, c'est une vue plus éloignée qui fait pendant à la toute première et qui montre la chose telle qu'on la voit aujourd'hui. Voilà, on s'arrête là parce qu'il y a au sujet de Saint-Adé énormément de choses à dire. Ces œuvres sont extrêmement précieuses, n'étant pas seulement le témoignage de l'histoire, mais étant partie de notre propre identité. Et le traitement qu'on leur fait revient à celui qu'on fait à soi-même. Il faut savoir soigner ces œuvres, les reproduire, les conserver dans leur authenticité, comme on le ferait pour soi. Merci, voilà. C'était un petit exemple, mais ça donne le ton pour la journée. Au plaisir.